On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la 5e édition de la Guignolée de l'Étoile, pédiatrie sociale du Richelieu. C'est ce qu'on appelle du côté de Montréal la Guignolée du Dr Julien. Ici, dans la région, c'est la Guignolée de l'Étoile, présentée les 13 et 14 décembre. Dans quelques instants, on reçoit Aimé Deslauriers, qui est le président du CA, de même que le Dr Sonia Péloquin, qui est la directrice générale et la fondatrice de l'Étoile. Mais d'abord, parlons de la violence conjugale et du lancement d'un nouveau site Internet. On reçoit à l'instant une intervenante de la maison INA. Elle s'appelle Mélanie Doucette. On procède au lancement d'un nouveau site Internet intitulé « Vivre la violence conjugale ». Avec nous pour en parler, Mélanie Doucette, qui est intervenante à la maison INA, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Quel est l'objectif derrière le lancement de ce site Internet? En fait, c'est pour permettre aux gens de savoir ce que ces femmes-là vivent, saisir la réalité des femmes victimes de violences conjugales, de savoir aussi les conséquences, les traces que la violence peut laisser à ces femmes-là, de pouvoir, les gens, la famille, les amis qui supportent ces femmes-là, qui connaissent des femmes victimes de violence dans leur entourage, savoir comment les aider, vers quelles ressources les diriger, savoir comment intervenir aussi face à ces femmes-là. Bon, et le web est une porte d'entrée pour aller rejoindre massivement des gens? Oui, exactement, parce que, comme on sait, plusieurs personnes vont sur Facebook, vont sur les réseaux sociaux. Donc, et les femmes peuvent aussi encore aller, ou les intervenants, ou les gens aller laisser des témoignages encore sur le site, c'est encore ouvert. Il y a un carré où ils peuvent cliquer pour laisser d'autres témoignages là, à ce niveau-là. Parce qu'en tant que tel, je me suis promené un peu sur le site là, dans les dernières heures, cet après-midi. Grosso modo, c'est des témoignages. Oui, il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Là, je ne me suis pas rendu jusqu'au dernier, mais il y en a quoi? Des dizaines et des dizaines? Ah, il y en a plusieurs. On a pris des femmes des bergers, des femmes externes, des femmes qui consultent à l'extérieur de la maison, des intervenantes dans les maisons d'hébergement, de plusieurs maisons d'hébergement, de plusieurs milieux. Là. Donc, oui, beaucoup de témoignages sur le site et d'intervenantes aussi, là, pas juste de femmes victimes. Donc, ce qu'elles ont vécu à travers l'histoire d'une femme à la maison d'hébergement, des choses comme ça. Est-ce que l'idée derrière ça, c'est que les gens, dans le fond, sentent que le témoignage qu'on lit à l'écran peut ressembler à ce que nous, on vit? C'est ça un peu l'idée, c'est-à-dire oui, de sentir une ressemblance? De savoir qu'elles ne sont pas seules, ces femmes-là, à vivre cela, parce que souvent, elles sont isolées, donc pensent qu'elles sont seules à vivre ces choses-là, sont beaucoup annulées par le conjoint, donc ont l'impression que c'est dans leur tête ou que c'est pas vrai, mais en même temps, en lisant des témoignages comme ça leur permet de sentir qu'elles ne sont pas seules à vivre ça. Ils ne sont pas isolés, ils peuvent avoir une porte d'ouverture et aller chercher de l'aide. Bon. Une fois que la personne, la femme, disons, va sur le site, lit quelques témoignages. L'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est d'allumer une petite lumière pour dire, bon, ben voici, c'est terminé, maintenant je dois agir, je dois poser des gestes, je dois demander de l'aide. Bien, au moins, ça va les valider dans leur sentiment de bien, c'est pas normal ce que je vis, c'est pas supposé d'être comme ça. Et sur le site, il y a un numéro de téléphone où elles peuvent téléphoner aussi, donc n'ont pas besoin de chercher le numéro pour aller chercher de l'aide et se faire valider. Donc, au moins, ils vont apprendre à connaître les ressources, se faire valider, oui, peut-être passer à l'action et partir de la maison ou peut-être juste aller chercher de l'aide pour se faire valider dans ce qu'elles vivent aussi, là, pour pouvoir avoir un suivi et des réponses à leurs questions. C'est drôle comme question, mais c'est quoi de la violence conjugale aujourd'hui, en 2013? Une jeune fille là, qui a 22, 24, 25, 26 ans, puis bon, ça brasse un peu à la maison, puis peut-être que les premières fois, elle se doute même pas que c'est de la violence conjugale. Oui, elle se dit, bien, c'est ça la vie, c'est normal, on s'entend pas toujours, des fois on hausse le ton, mais c'est quoi aujourd'hui de la violence conjugale? Bien, premièrement, il y a une différence entre la violence conjugale et une chicane de couple. C'est clair. Dans la violence conjugale, il va y avoir quelqu'un qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre, va vouloir gagner à tout prix, peu importe que ça soit l'empêcher de sortir, que ça soit l'empêcher de mettre ce chandail-là ou parler à du monde ou de l'isoler. Il va utiliser la violence pour obtenir ce gain-là. Donc, on veut avoir le dessus sur l'autre à tout prix. Il va avoir des impacts sur quelqu'un. Il va justifier ses agressions par « j'ai eu une grosse journée, c'est de ta faute, j'ai perdu le contrôle », peu importe. Il va se déresponsabiliser, responsabiliser la victime. Il va avoir un gain, ce qu'il veut aller chercher, et il va avoir des agressions, bien évidemment.
peu importe la forme d'agression, que ce soit verbale, psychologique, physique, il y a 5 formes de violence qui existent, elles sont toutes aussi graves l'une que l'autre. Et souvent banalisées. La violence psychologique, c'est tellement subtil que même moi, je vais dans les écoles justement faire de la sensibilisation au niveau des jeunes filles, du primaire. Et la violence psychologique est tellement banalisée, tellement vue comme étant des chicanes. Au contraire, ça laisse beaucoup de traces. C'est pour ça que je pose la question, parce que oui, il y a une différence entre une chicane de couple et le pattern de la violence qui s'installe, mais parfois la ligne est mince. Parce que, évidemment, lorsqu'on sait que quelqu'un est peut-être, j'aime pas le mot dire faible, mais quelqu'un, disons, qui n'a peut-être pas beaucoup de caractère, ou qui n'a peut-être pas la personnalité pour se battre, disons ça comme ça, là. Et c'est là facilement qu'elle peut devenir une victime là, de cette violence-là. Là. Parce que parfois, les gens disent, c'est facile de lui taper sur la tête parce qu'elle ne se défend pas. Là. Ouais. Ça, mais ça, c'est un mythe que dans la société de dire qu'il y a des portraits types de victimes puis qu'il y a des portraits types d'agresseurs, parce que vraiment, dans la maison d'hébergement, autant que dans les écoles où ce que je vais, il y a des femmes qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup d'estime d'elles-mêmes, qui sont très fortes, qui font en sorte qu'ils vivent aussi de la violence. Personne n'est à l'abri de ça, malheureusement. Oui, on peut avoir des outils pour s'en sortir, mais même nous qui travaillons en maison d'hébergement, on pourrait être victime et tomber en amour avec cette personne-là. Vous savez, c'est un cycle et ça s'installe graduellement. C'est pas dès le premier jour que mon conjoint va me faire vivre de la violence, mais graduellement et subtilement, ça va s'installer. Donc, je vais tomber en amour avec lui et il va manipuler à ce niveau-là. Puis au niveau, si je peux me permettre, au niveau de la chicane, dans une chicane, il n'y aura pas quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur l'autre personne. Il n'y aura pas un déséquilibre. On peut s'obstiner, on ne va pas être sur le même point de vue, on ne viendra pas nécessairement d'accord ensemble, on va partir chacun de notre côté, mais il n'y aura pas d'agression, il n'y aura pas de victime, puis il n'y aura pas d'impact sur une personne. Il faut toujours regarder l'ensemble de la situation, la dynamique qu'il y a dans le couple. Il faut questionner, il faut savoir l'historique de ce qui se passe pour nous aider à identifier. Mais autrement dit, ça touche autant les riches que les pauvres. Oui, tout à fait. Les plus jeunes ou les plus âgés, les classes sociales. Et même ce que vous dites, parce que parfois, oui, on a peut-être des paradigmes qui fait qu'on se dit, bon, il y a comme une étiquette versus, c'est peut-être la télé ou la télévision aussi qui nous a donné ça. On a comme l'image de l'homme qui domine la femme. Mais dans les faits, des fois, c'est plus subtil que ça. Là. Il y a peut-être des gens qui, oui, ont de fortes personnalités et qui, pour X raisons, endurent la violence conjugale. Et vous savez, il y a aussi, on a chacun une tolérance différente à la violence, dépendamment de ce qu'on a vécu. Si moi, mon père, j'ai été victime de violence quand j'étais jeune, dans ma tête, à moi, ça va être normal. Si, mettons, personne me l'a dit, bien, je vais avoir une tolérance plus grande à la violence si j'ai vécu de la violence. Tandis que... Surtout si l'entourage vous dit, ben non, c'est épouvantable, tu ne devrais pas endurer ça. Puis la personne va répondre, ben moi, c'était comme ça chez nous, puis regarde, je ne suis pas devenue une mauvaise personne pour autant, puis on banalise. Exactement. Oui, tout à fait. On banalise et on minimise beaucoup la violence. Tu sais, vous savez aussi, au niveau de la justice, on doit appliquer la justice. On ne doit pas dire que la violence conjugale, c'est terminé. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inégalités entre les hommes et les femmes qui fait en sorte que la violence conjugale va passer. Mais il y a toujours une crainte à déposer une plainte. Dans des cas d'harcèlement et de violence, on se dit, bien, si je porte plainte, ça va être encore pire après. Oui, il y a beaucoup la peur qui est là. Puis nous, on fonctionne beaucoup avec le respect au niveau du rythme des femmes. Puis vous savez, c'est long un processus au niveau de la plainte. Hein? Ça ne se fait pas en un mois. Donc, quand on porte plainte au niveau de la justice, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. C'est un long processus et les femmes doivent être prêtes aussi à y aller. Parce que si elles y vont par pression, ça ne donne rien, elles ne seront pas prêtes. Bon. Il y a toujours aussi dans l'équation les enfants. Oui, tout à fait. Et ça vient peser lourd aussi dans la balance de la décision de dénoncer ou de ne pas dénoncer ou de demander de l'aide ou pas. Il y a les enfants, oui, la peur, le côté économique aussi, ils sont contrôlés au niveau économique. On pense que c'est parce que c'est des femmes qui n'ont pas d'argent, mais ils n'ont pas d'argent à cause de la violence qu'elles vivent. Elles sont contrôlées économiquement. Donc, cela fait en sorte, comment tu veux t'en aller de chez vous avec 3 enfants, 2 enfants, pas d'argent, si tu ne connais pas les ressources. Puis encore là, une fois que tu es en maison d'hébergement, on doit trouver l'argent pour se sortir. Quelles sont d'ailleurs les ressources? La maison INA, on en parle de façon occasionnelle en cours d'année, mais c'est toujours bon de répéter le message. Aujourd'hui, en 2013, ça ressemble à quoi les services qui sont offerts à la maison INA? La maison d'hébergement fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par année. Il y a toujours une intervenante qui est là pour répondre au téléphone. Donc, le service téléphonique, c'est la même chose. On a l'hébergement qui est à peu près de 4 à 6 semaines. On y va dépendamment des besoins de chaque femme, bien évidemment. Si elle n'a pas trouvé de logement, on ne va pas lui demander de quitter. Il y a aussi l'accompagnement à la cour, à la plainte, à la police. On a des services à l'externe où les femmes qui ne veulent pas venir en maison d'hébergement peuvent avoir un suivi à l'externe avec une intervenante.
de 8 à 10 rencontres. Et c'est pas juste pour les victimes aussi. Les familles peuvent nous téléphoner, les amis des victimes. Si on est victime et qu'on ne le sait pas ou qu'on se questionne au niveau de notre couple, on peut téléphoner aussi à la maison d'hébergement. Et tous les services sont gratuits. Ça ne coûte rien, là. Bon, ça, c'est une piste intéressante parce que si quelqu'un nous regarde en ce moment et dit « Oui, mais je ne sais pas, moi, mon ami, ma sœur ou ma belle-sœur, je pense qu'elle subit de la violence conjugale, elle vous appelle. » Oui. Vous allez lui dire quoi à cette personne-là? Moi, je vous appelle, je vous dis « Bon, ma belle-sœur vit de la violence, là, je fais quoi avec elle? » Bon, on peut lui demander de nous expliquer premièrement la situation, qu'est-ce qui se passe. Ce qui est important, puis souvent, en tant que famille, en tant qu'amis, on se sent impuissant. On ne sait pas trop quoi faire. Mais ce qui est important, c'est de l'écouter, de la référer à nous aussi, de ne pas la juger surtout, parce qu'elles sont déjà jugées énormément par tout le monde autour. Elles n'ont pas besoin de ça, même si ce n'est pas facile. D'essayer le plus possible de respecter son rythme là-dedans, puis pas la forcer à le laisser, pas le traiter de non, ça donne rien. Dans le fond, il faut essayer de la recentrer sur elle, puis de la valider, mettons, dans les petits questionnements qu'elle a, bien, y a-tu le droit de me faire ça? Non. Il n'y a pas le droit à personne. Et l'éternelle question, oui, mais là, il m'a promis que c'était la dernière fois puis que ça ne reviendra pas. On dit quoi, tout ça? à fait. Bien, c'est le cycle. Puis souvent, on va regarder aussi avec la famille et les amis le cycle de la violence. Vous savez, il ne faut pas oublier que cette personne-là, elle aime cet homme-là qui est peut-être le père de ses enfants. Quand elle l'a rencontré, au début, il n'était pas comme ça. Donc, ça s'est installé graduellement. Donc, parfois, elles ont besoin de retourner vérifier. En maison d'hébergement, les femmes viennent et parfois vont retourner vérifier. Et c'est à la longue qu'ils vont réaliser que c'est des stratégies, que chaque phase du cycle est une stratégie pour reprendre le contrôle sur la personne. Le site web, donc, disponible à l'adresse www.vivrelaviolenceconjugale.ca. Donc, l'adresse est indiquée en bas d'écran. Donc, on vous invite, bien sûr, à visiter le site Internet pour, dans le fond, lire les différents témoignages là, qui sont actuellement en ligne pour vous sensibiliser, bien sûr, à la cause et surtout, comme on le dit, briser l'isolement et le cycle de la violence conjugale. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la guignolée de l'Étoile Pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. Pour les 13 et 14 décembre dans différents points de collecte sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la guignolée de l'Étoile Pédiatrie sociale du Haut-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, le docteur Sonia Péloquin, qui est la directrice générale de l'Étoile. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et le président de votre conseil d'administration, M. Aimé Deslauriers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Je vais commencer avec vous, docteur Péloquin, parce que c'est un projet que vous portez un peu à bout de bras là, depuis les tout débuts. Donc, ça fait combien d'années maintenant que l'Étoile existe et est en fonction? Donc, on est à notre 5e année. Vous le disiez, je l'ai porté à bout de bras au début, mais maintenant, je me sens bien appuyée par la communauté et par plein de gens qui se sont impliqués de toutes sortes de façons. Donc, je suis bien fière que le projet ait pu évoluer tout ce temps-là et donc souligner qu'on est à notre 5e édition de Guignolée cette année. Bon, comment on a réussi à passer au travers ces années? Parce qu'initialement, on le rappelle, c'était l'inspiration du docteur Julien, là, dont on connaît l'œuvre à Montréal. L'œuvre a fait des petits un peu partout au Québec, notamment ici. Chez nous, je le disais tantôt, oui, porté à bout de bras, parce que démarrer un organisme dans la mer des organismes, et on sait que Dieu sait qu'il y en a, là, des organismes et des causes et tout ça, et des activités bénéfices, il faut faire sa place. Qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à passer au travers le premier 5 ans? Bien, je pense que c'est de savoir s'entourer, aller chercher des personnes qui croient à la cause, qui vont s'impliquer. Et c'est ce qu'on a fait. Et assez rapidement, les organismes partenaires se sont joints à nous. Et ensuite, des bénévoles. Et évidemment, à mesure qu'on développe les services, qu'on voit la réponse auprès des enfants, eh bien, les gens sont encouragés et continuent à s'impliquer avec nous. Donc, je pense que c'est comme ça, c'est de vraiment aller chercher les gens pour former un cercle autour des enfants, un cercle de protection. Et donc, notre organisme, il est allé pas à pas et a réussi à traverser, je dirais, l'étape de l'implantation, où là, on est vraiment rendu à une étape de développement maintenant. Bon, M. Deslauriers, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à cette cause-là? Bien, moi, c'est une première rencontre que j'ai eue
tout simplement un ami qui m'a amené rencontrer le docteur Péloquin. Et disons que son discours m'a vraiment touché, parce que les enfants, c'est évidemment une cause très importante pour l'ensemble de la population. C'est notre futur. Et qu'est-ce que le docteur Péloquin m'a donné certaines statistiques sur qu'est-ce qui se passait chez nous, là, dans notre cours, j'ai senti vraiment, là, je me suis senti vraiment interpellé. C'était quoi cet argument-là, Dr. Péloquin? Il avait l'air d'être convaincant. Oui. Bien, sans nécessairement donner des chiffres, je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu a malheureusement des taux d'enfants qui sont dans des situations difficiles assez élevés en Montérégie. Alors, assez rapidement, on constate qu'il y a des besoins importants. Et ça, sans juger les familles qui sont dans ces situations-là, tout simplement de constater qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont besoin de soutien. Et grâce au soutien qu'on apporte aux familles et aux enfants, on voit assez rapidement des bénéfices se mettre en place pour eux. Bon, quand on parle de difficultés intimement reliées à des poches de pauvreté qu'on peut avoir sur le territoire? Oui, effectivement, et pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que l'aspect socio-économique est important, mais parfois on va voir des gens aussi pour aller chercher des services, ça va être difficile pour eux. Et donc, ils n'ont pas accès, les enfants n'ont pas accès, et donc ça compromet leur développement, ça compromet leur santé, ça compromet leur éducation. Et c'est ça qu'on cherche à faire, de permettre à ces enfants-là d'avoir accès. Ouais. À tous les services. Parlant d'accès, évidemment, vous vous êtes installé en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, au 185 de la rue Mercier, donc à l'arrière du stationnement de la bibliothèque, donc assez accessible pour la clientèle du secteur. Aujourd'hui, en 2013, à quoi ressemble l'offre de services à l'Étoile? On a toujours la partie clinique qui comporte donc une évaluation de la situation par une équipe multidisciplinaire, médicale et psychosociale, qui va ensuite aller chercher tous les partenaires impliqués auprès de l'enfant et ensemble, on va dresser le portrait et le plan d'action. On va offrir des services en soutien aux familles et aux enfants, donc par exemple des activités de fin de journée, des jumelages avec des bénévoles pour avoir accès à une personne qui va s'occuper d'eux de façon privilégiée, et certaines formes de thérapie qui sont moins accessibles, comme les thérapies par les arts, par exemple, qu'on veut développer, et aussi tout le volet de défense des droits des enfants qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est tout ça qu'on est en train qu'on fait et qu'on développe davantage. Bon, est-ce que le C3S, le centre de santé, vous prête encore à l'Étoile? Est-ce qu'il y a d'autres services également qui sont en partenariat avec le centre de santé? Oui, le C3S ainsi que la commission scolaire et les centres jeunesse, chacun nous prête un intervenant. Donc ça contribue beaucoup au niveau de l'équipe, mais on développe aussi des corridors d'accès de part et d'autre pour faciliter le travail, les échanges et rendre encore plus les services encore plus efficaces. Bon, M. Deslauriers, comment on arrive à financer un organisme comme celui-ci? Donc oui, il y a des partenariats avec le C3S, commission scolaire, etc., mais il y a toujours des frais fixes. Vous êtes issu du monde des affaires, vous savez que les factures arrivent, il faut payer le loyer, il y a des employés, etc. Comment on arrive à financer l'opération? Bien, écoutez, on compte beaucoup sur la communauté, les gens qui nous appuient déjà. On a déjà plus de 80 bénévoles qui nous donnent beaucoup de temps. Ça, c'est très précieux. C'est très précieux. Mais aussi la communauté des affaires qui nous appuie. C'est sûr qu'il faut aller chercher des sous pour pouvoir augmenter nos services à la population. Il y a quelques années, on avait une dizaine d'enfants à peu près qu'on était capable de s'occuper. Ouais. Maintenant, on est rendu à plus de 110 à peu près, Sonia? Ça tourne autour de ça, oui. Donc, ça veut dire que nos finances servent pratiquement à aller acquérir de nouveaux services pour le donner à la population. Bon. Principalement, est-ce que je me trompe en disant que la guignolée de l'Étoile, c'est l'activité de bénéfice par importance dans l'année? C'est une activité très importante. D'une part, il faut dire que tous les centres au Québec tiennent leur guignolée en même temps. C'est une collecte importante au niveau du financement que ça apporte, mais aussi, je pense, de nous faire connaître dans la communauté et d'aller vérifier l'appui qu'on a de la population. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est tout ça en même temps qu'on voit avec la guignolée. Bon, quand on dit guignolée, qu'est-ce que vous attendez des gens? Que les gens vous donnent de l'argent principalement? Est-ce que vous désirez avoir d'autres types de dons?
On va chercher de l'argent principalement, oui. C'est ça qu'on a besoin. Pour l'instant, on ne collecte pas des denrées ou d'autres objets. Parce que parfois, les gens vont associer guignoler avec denrées non périssables. Donc, vous ne voulez pas que les gens arrivent avec des cannes, là, non, ça, avec du canage. C'est ça. Donc, pour nous, c'est de l'argent. Les gens qui vont offrir, par exemple, plus de 15 $ en dons, on a un calendrier cette année, un très beau calendrier qui a été préparé et qui va permettre aussi là, de diffuser l'étoile à travers la population qui aura des belles photos. Il y a un club de photos qui s'est impliqué à ce niveau-là. Et il y a des belles pensées et des belles photos d'enfants donc qui pourront accompagner les familles tout au long de l'année. Bon, la guignolée de l'Étoile se tient donc le vendredi 13 et le samedi 14 décembre, exact. Donc c'est bientôt. Quels sont les différents points de collecte sur le territoire? Alors, les différents points de collecte, on a au Hall de Saint-Jean, où est-ce qu'il va y avoir de l'animation. Il y a une chorale qui va être là, le chœur du Haut-Richelieu qui va amener de l'animation. Il va y avoir aussi des personnages costumés. Alors, aussi au Carrefour de la Plante, où est-ce qu'on va avoir des maquillages pour enfants. Il y a dans le hall d'entrée de l'hôpital du Haut-Richelieu, où est-ce qu'on va présenter notre nouveau vidéo publicitaire qu'on a eu, qu'on s'est fait offrir quasiment par un organisme de marketing. Et le samedi, on va avoir un barrage routier à l'angle de Pierre-Caisse et de la rue Choquette. Et également, il va y avoir un point de chute à l'école Marie-Rivier, où est-ce qu'il va y avoir une chasse de trésors organisée pour les enfants, du maquillage encore pour les enfants, ainsi que le Père Noël qui va remettre des petits cadeaux à ces enfants-là. Bon, basé sur les expériences des dernières années, la guignolée peut vous rapporter à peu près combien? On essaie d'espérer peut-être atteindre 15 à 20 000 $ avec cette activité-là. C'est ce qu'on espère. C'est un 15 à 20 000 qui est quand même aidant, je présume, dans le financement des activités, là. Très aidant, oui. Tout à fait, oui. Parce que sinon, quels sont vos autres modes de financement? Avez-vous d'autres activités durant l'année? Oui, il y a eu un souper spaghetti qui a eu lieu là, cet automne. On entrevoit là, un souper pâté chinois, pâté chinois dans les prochains... Ça, c'est bon comme idée. Ça fait changement des soupers spaghetti. Oui, dans les prochains mois. Ouais. Et puis, bon, évidemment, il y a des organismes aussi qui font des levées de fonds pour nous. Que ce soit au niveau de tournois de golf ou différentes collectes. De l'argent qui vous est redistribué, c'est ça? C'est ça. Donc, tout ça ensemble fait qu'on arrive à avoir le soutien financier dont on a besoin. Bon. Parce que dans le fond, quels sont les autres frais auxquels vous êtes confrontés là, dans la vie de tous les jours, mis à part le loyer là, et l'électricité puis le téléphone? On a une directrice des opérations qu'on paie, plus une secrétaire. Les frais sont vraiment minimums. Oui. On a une travailleuse sociale aussi à temps plein qui est à notre emploi. Donc, il y a 3 personnes à rémunérer au sein de l'organisme. Puis on vient d'embaucher aussi une éducatrice spécialisée aussi. Donc, on est rendu à 4 personnes au niveau de... Plus, évidemment, les ressources fournies par la commission scolaire et le C3S. Exactement. Parce que votre rôle à vous, ça consiste en quoi? Ça occupe quoi comme temps dans votre semaine à vous, Dr. Péloquin? Moi, comme médecin, en plus de mon travail au CLSC, là, donc j'ai mes 2 journées de clinique à l'Étoile et j'ai du temps administratif aussi là, pour voir à ce que tout fonctionne bien. Bon. Dernière question. Quels sont les impacts dans la communauté? M. Delaurier disait tantôt qu'on est rendu à plus de 110 enfants qui sont desservis par les services de l'Étoile. 5 ans plus tard, et 110 enfants aidés et leurs familles, forcément, c'est le pourtour. C'est quoi l'impact dans la communauté? Bien, je pense que le réseautage qui se fait aussi avec les CPE, les écoles, les différents organismes augmente l'efficacité pour rejoindre les enfants qui sont en grande difficulté, qui sont les plus isolés. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à aller les chercher et tous se concerter pour aller dans le même sens pour leur mieux-être. Et on sent de plus en plus que les familles entre elles se parlent de nous. Okay? Ouais. Et veulent avoir des services. Donc, on a encore plus de demandes de familles. Là, pour, avez-vous en tête, je ne sais pas moi, une famille type là, que vous avez peut-être aidée, dont vous avez changé le destin? Là? Bien, c'est certain qu'on ne va pas pouvoir sortir. Là. Des fois, les gens ont la pensée magique qu'on va les sortir de la situation de pauvreté ou tout ça, mais je pense que ces familles-là, ce qu'elles viennent chercher chez nous, c'est une écoute, une compréhension, des outils pour mieux fonctionner. Les enfants aussi sont mieux équipés.
au niveau de leurs habiletés sociales, de leur capacité de relation. Elles reçoivent les services dont elles ont besoin pour la santé et tout ça de façon plus facile. Dans notre vidéo, oui, il y a une dame qui disait, une maman qui disait, moi, ça me donne un répit dans mon quotidien parce qu'on allège le fardeau que représente leur situation socio-économique. Donc, en ayant plus d'énergie et de temps à consacrer finalement à leurs enfants aussi. Donc, ce sont les retombées qu'on peut voir. Donc, rendez-vous de la Guignolée 13 et 14 décembre aux différents points de chute qu'on a nommés tantôt. Guignolée de l'Étoile pour l'Étoile Pédiatrie sociale du Richelieu. À vous deux, merci beaucoup. Meilleure des chances. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Reste avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. L'horaire du temps des fêtes pour les bibliothèques, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville, /bibliothèque. Vous allez connaître un peu l'horaire. Principalement, je crois que c'est fermé les 24, 25, 26 et 31, 1er et 2 janvier. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu, où on vous présente des extraits de la dernière séance du conseil municipal. Vous savez qu'on a un nouveau conseil là, depuis le début novembre, avec un nouveau maire, des nouveaux conseillers. Bref, ça vaut la peine d'être vu. Vous avez l'horaire de diffusion et ça se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, diffusé tous les dimanches matin 9h30 au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région Haut-Richelieu et Hérouville pour acheter vos livrets. Allez sur le site Internet de la télé pour en connaître la liste. Télévision du Richelieu, nouvelle adresse, 145 rue Richelieu. Pour me joindre, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Nos émissions, maintenant, nos entrevues se retrouvent en format YouTube sur notre site tvhr9.com, donc disponible pour vos appareils iPhone et iPad. Et puis, bien sûr, on vous rappelle qu'on a notre page Facebook. Vous pouvez cliquer « J'aime ». Faites facebook.com/TVHR9. À demain. Bye bye.